Sur Sud Radio et l'actualité en plus ce matin concerne ce qui se passe certes outre-Atlantique, c'est-à-dire aux États-Unis, mais aussi un peu et certainement beaucoup en France. Bonjour Aquilino Morel. Bonjour et merci de votre invitation. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous sortez votre nouvel essai aux éditions Grasset qui s'appelle « La France au miroir de l'Amérique quand les progressistes font triompher le populisme ». C'est un livre excessivement étayé, excessivement renseigné, avec beaucoup de lectures, beaucoup de chiffres. Et avant qu'on rentre dans le détail, notamment peut-être pour essayer de mieux comprendre ce qui se joue ici sur le territoire national, pourquoi écrire ce livre d'abord? Est-ce que c'est pour contrer ce que vous décrivez au début du livre comme étant une paresse intellectuelle et un déni de réalité qui entoure depuis plusieurs mois maintenant la nouvelle réélection de Donald Trump? Oui, certainement. Il se trouve que par ailleurs, j'étais au moment de la réélection de Donald Trump à New York et que j'ai pu constater que un grand journal dont je me suis beaucoup saisi pour le livre, le New York Times notamment. New York Times, il y a un florilège de, 300 ou 350 articles, qui est un journal ouvertement woke et progressiste, était capable quand même de faire un travail d'analyse pour comprendre qu'est-ce qui s'était passé. Et moi, ce que je voyais de là-bas, et je l'ai vu encore plus lorsque je suis retourné à Paris, c'est que ici, c'était immédiatement les lamentations, les objurgations, les jérémiades, les commentaires et les déclarations apocalyptiques qui entouraient la réélection de Trump, mais pas du tout le travail intellectuel d'essayer de comprendre pourquoi un homme qui est considéré quasi unanimement par le camp progressiste, aux États-Unis comme en France, a pu être élu une première fois en 2016, puis 8 ans plus tard, alors qu'il avait toute la presse principale contre lui, à part les réseaux sociaux qu'il avait investis, a réussi à être réélu. Or, il se trouve que la France et les États-Unis sont deux pays, certes éloignés de 7000 km d'océan. Ce qui les rassemble quand même, l'histoire, certaines grandes valeurs, des objectifs. Ce sont deux nations qui partagent beaucoup de choses, une même volonté universaliste, un même souci, une même passion de l'égalité, un même système démocratique, une vision de l'histoire dans laquelle elles s'inscrivent, la volonté d'apparaître un modèle, là-bas comme ici, et aujourd'hui, c'est aussi une des questions cruciales, un rapport à la question de l'immigration qui est devenu extrêmement sensible. Donc, analyser ce qui s'est passé outre-Atlantique était pour moi, j'en suis convaincu, et c'est le sens du livre, pour répondre à votre question, c'était le moyen d'essayer de décrypter ce qui pourrait se passer ici, l'année prochaine, au terme d'une progression que l'on connaît du Rassemblement national, qui, depuis 40 ans, ne cesse de grandir, de grossir et de s'installer dans la société et dans le paysage politique français. Et on y reviendra, simplement pour s'arrêter un instant encore sur cette incapacité à réfléchir sur ce qu'est Donald Trump, sur ce qu'il a provoqué. Vous écrivez à un moment que la réflexion, finalement, a été... à la réflexion, on a préféré l'exorcisme. C'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on a passé notre temps à critiquer davantage Donald Trump plutôt de s'intéresser à ce qu'il était capable de provoquer. Et c'est ce qui se passe aussi en France. C'est ce qui se passe en France. Ça s'appelle la diabolisation. En France, nous avons le privilège de l'ancienneté. Ça fait 40 ans que la gauche, principalement, mais toutes les forces qui se considèrent comme justes, bonnes, bien pensantes, estiment que le seul moyen, ou moyen privilégié pour barrer, entre guillemets, la route au FN puis au RN, c'est la diabolisation. Mais ça n'a pas changé pour vous? Mais les résultats parlent d'eux-mêmes. En 1974, Jean-Marie Le Pen fait 190 921 voix. En 2024, Marine Le Pen, en 2022, elle fait 13 288 688, multiplié par 70. Le résultat de la diabolisation, c'est ça. C'est vous faites grossir ce que vous prétendez dénoncer. Or, aux États-Unis, les démocrates ont fait la même chose avec Trump. Ils n'ont pas cherché à comprendre pourquoi des électeurs, qui sont des électeurs normaux, qui ont des problèmes de pouvoir d'achat, d'inflation, d'immigration, tout un tas de difficultés, ont décidé de voter pour Trump la première fois et même de revoter une seconde fois pour lui. Ils ont préféré dire, comme l'a fait de manière caricaturale en 2016 Madame Clinton, de dire c'est le panier des déplorables, c'est-à-dire le panier de linge sale où c'est-à-dire qu'en plus on insulte les électeurs. Oui, c'est ça, on les insulte. On considère que le seul moyen, c'est pas de les convaincre de changer leur vote, de prouver qu'on est à leur écoute et qu'on veut travailler pour eux et pour répondre à leurs préoccupations, c'est les insulter. Insulter les électeurs, c'est pas seulement immoral, c'est suicidaire et c'est absurde. Or, c'est la tactique qu'a adopté le camp démocrate, le camp progressiste aux États-Unis face à Trump, avec le résultat que l'on voit, c'est-à-dire sa réélection. Et c'est ce qu'en France, nous faisons, la gauche normale, bien pensante depuis 40 ans, avec ce résultat. Donc, on est à 1 an
d'une élection décisive. Clé. Aquilino Morel, je rappelle le titre de votre dernier essai, La France au miroir de l'Amérique, c'est aux éditions Grasset. Précisément, venons-en au cœur de votre livre. Tout au long de ces pages, vous comparez la France et les États-Unis en essayant de comprendre peut-être les nombreuses similitudes entre le Parti démocrate, c'est-à-dire la gauche américaine, et ce qui se passe ici avec la gauche en France. Et vous expliquez à un moment qu'en réalité, la gauche, vous dites depuis le début de cet entretien, la certaine gauche bien pensante qui a dominé le débat. En réalité, on a vécu sous deux diktats, l'européisme fou et la négation des problèmes d'immigration. Diktat, dites-vous, mitterrandien. Oui, enfin, un diktat. François Mitterrand est mort depuis un certain temps. Donc c'est pas un diktat, c'est plutôt une espèce de totem et un tabou. François Mitterrand, qui en mars 83 a changé complètement de bord, a liquidé le programme commun, l'alliance sociale sur laquelle il avait été élu. Un tournant de la rigueur. Oui, c'était un tournant, pas de la rigueur, c'était un tournant fédéraliste, a décidé de mettre le paquet pour ce qu'il appelait le grand dessein, c'est-à-dire construire une Europe fédérale, reprendre le travail, l'engrenage de Jean Monnet. Bon, c'était sa passion de jeunesse de toujours. Il l'a fait. Mais il fallait bien qu'il donne quelque chose au peuple de gauche pour se consoler. Alors il a trouvé un totem qui était l'Europe. C'est la fameuse phrase « La France est notre patrie, l'Europe est notre avenir ». Et puis c'était l'antiracisme, SOS racisme. C'est très contemporain, 83-84, avec cette phrase extraordinaire, le slogan de SOS racisme. Ce n'est pas l'immigration qui est un problème, c'est le racisme qui en est un. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous expliquez ce que cette phrase signifie, c'est-à-dire qu'en fait, vous ne pouvez pas discuter rationnellement, politiquement, de l'immigration, car sinon vous êtes un raciste. À partir du moment où vous expulsez hors du débat rationnel, politique, la question de l'immigration, vous conduisez tout un tas d'électeurs progressivement qui, eux, rencontrent cette difficulté avec les populations présentes ici, étrangères sur notre sol, vous les poussez dans les bras du RN. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et une large partie de la gauche, il y a des petits fragments de la gauche qui sont attentifs et qui ont compris la question, l'importance de la question migratoire, mais le reste de la gauche des partis, elle considère, elle vit sur cette espèce de rêve mitterrandien ou plutôt de manipulation mitterrandienne qui est l'européisme d'un côté et la condamnation absolue morale de toute politique visant à maîtriser l'immigration. Et ça, on y arrivera on y reviendra bien sûr au long de notre discussion. Dans ce livre également, vous parlez, et j'aimerais que vous nous l'expliquiez, de cette notion de backlash culturel. Vous avez évoqué à plusieurs reprises notamment le terme de wokisme, de tabou, de cette sensation qu'une partie de la gauche américaine et française se concentre en réalité sur les minorités, uniquement le droit des minorités, en oubliant quand même une partie du peuple. Qu'est-ce que ça signifie le backlash culturel? Est-ce que ça peut arriver en France? Est-ce qu'on en voit déjà les prémices? Ça peut arriver en France, mais à la différence des États-Unis, nous n'en sommes pas. La gauche n'a pas été, ou le pays de manière plus générale n'a pas été, si vous voulez, atteint par le wokisme au même degré qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, le Parti démocrate, qui fut pendant très longtemps un parti populiste, le parti de Roosevelt, le parti d'Obama même, qui s'occupait des classes sociales populaires, des questions d'emploi, de logement. Et qui n'a jamais basculé dans le total wokisme. Bien au contraire, vous le relevez dans le livre. Absolument. Obama, qui était le premier président noir, n'a jamais joué de cette condition pour essayer si vous voulez, moralement, de se mettre en avant. Il a toujours privilégié les questions sociales, celles qui permettaient de rassembler toute la working class, toute la classe populaire américaine, qu'elle soit noire, latino ou blanche, pour être élu et réélu. Et le wokisme est apparu aux États-Unis en 2016 avec la campagne d'Hillary Clinton, qui elle a rompu avec ça. Or, et c'est ça le problème, en 2016, lorsque Hillary Clinton, qui est considérée par tout l'establishment, a commencé par Barack Obama, qui avait dit d'elle, c'est la meilleure candidate pour occuper la fonction de président des États-Unis. Elle a le CV impeccable, elle est parfaite. C'était l'icône du camp progressiste. Elle affronte quelqu'un qui est considéré unanimement comme un bouffon. Trump, c'est-à-dire à l'époque. Trump, dont je rappelle que lorsqu'il a présenté sa campagne en juin 2015, le Huffington Post, qui est un grand journal américain, a décidé qu'il suivrait la campagne de Trump dans la rubrique divertissement. C'est pour dire comment il est envisagé. Cet homme s'est imposé face à elle. Et au lieu de dire à ce moment-là, en 2016, mais qu'est-ce qu'on n'a pas compris? Qu'est-ce qu'on a raté? Qu'est-ce qu'on doit corriger? Comment se fait-il qu'on ait perdu cette élection qui était imperdable? Eh bien, les démocrates ont persévéré dans le wokisme. Ils ont continué à privilégier les approches protégeant ou valorisant ou combattant pour les minorités, qu'elles soient de genre, ethnique, sexuelle, tout ce que vous voulez, au détriment des questions sociales et des questions d'emploi, de logement, de travail, de transport. Et c'est ce déséquilibre-là
car il était parfaitement possible de conduire les deux priorités à la fois. Vous pouvez très bien vous intéresser à la protection des minorités, quelles qu'elles soient, et travailler aussi pour le plus grand nombre qui ne se reconnaît, qui n'est pas. Mais ils ont lâché la proie pour l'ombre. Et donc, à ce moment-là, ils ont perdu leur électorat et qui s'est réfugié chez Trump. Est-ce que pour pallier ce sentiment en France, il faudrait créer ce que vous appelez d'une certaine manière de vos voeux dans ce livre, à un populisme de gauche et assumer ce que serait un populisme de gauche? Mais si on prend le mot populisme dans un sens qui n'est pas forcément celui qu'on lui donne dans la presse ou dans les écrits, c'est-à-dire les travaux de Madame Mouffe, etc. C'est beaucoup plus simple que ça. C'est ce que je viens de vous décrire. Le travail de la gauche, mais vous pouvez l'élargir, en fait, le travail de toutes les forces politiques. Mais, parce que, par exemple, ça s'appliquerait parfaitement au gaullisme. C'est d'essayer d'appréhender les problèmes de la masse des gens, du plus grand nombre des gens, et d'essayer de les rassembler. Pas de les diviser, pas de les distinguer entre minorité, majorité, les gens qui sont dans la marginalité et les gens qui sont dans le groupe central. Non, d'essayer de les rapprocher et de donner une perspective qui soit une perspective de vrai progrès. Qu'est-ce que c'est le vrai progrès? C'est un progrès universaliste. C'est un progrès pour tous les citoyens, pas seulement pour les uns et pas pour les autres. Et ça, on peut appeler ça le populisme, on peut appeler ça comme on veut. On peut appeler ça le socialisme, on peut appeler ça le républicanisme. Ça n'a pas grande importance. Ce sont des mots qu'on utilise, qu'on se jette. Des anathèmes ici et là. Oui, parce qu'en général, vous le savez bien, le mot populisme, c'est comme le mot souverainiste. C'est une manière de disqualifier les gens plutôt que de les qualifier. Bon, mais peu importe. Ce qui compte, c'est la démarche politique. La démarche politique, c'est une démarche de rassemblement et de mettre comme priorité ce qui fait que les gens se retrouvent ensemble. Et d'ailleurs, vous l'expliquez très bien en citant cet extrait notamment de Valéry Giscard d'Estaing dans un entretien au Parisien qui résume parfaitement la chose. Le populisme, dit-il à ce moment-là, c'est un réflexe pour mettre fin à l'isolement politique des classes les plus modestes. Si on utilisait le terme populisme sans mépris, cela irait, mais on y ajoute l'idée que le peuple n'a pas le droit de penser. C'est une idée insupportable et fausse. Le populisme est un effort du système démocratique pour donner une place plus large à l'expression populaire. Justement, l'expression populaire, elle va se prononcer très simplement dans les urnes, notamment dès les prochaines semaines avec les élections municipales. Et vous y accordez certes une petite place, mais que sur laquelle j'aimerais avoir votre opinion, Aquilino Morel. Avant-hier notamment, Jean-Luc Mélenchon était en meeting du côté de Toulouse. C'était, pour être même totalement précis, jeudi soir. Et il a dit que il s'est réjoui de sa capacité d'incarner, je cite, la nouvelle France, celle du grand remplacement, celle de la génération qui remplace l'autre, parce que c'est comme ça depuis la nuit des temps. Il avait commencé déjà cette rhétorique en évoquant la créolisation. Est-ce que ça fait partie en effet des dérives de la gauche que vous condamnez, mais à laquelle on doit s'habituer? Non mais ce qui est intéressant dans la déclaration que vous me rapportez, que j'ignorais, date récente, c'est qu'une certaine manière, elle consacre ce que j'ai écrit dans mon livre, que j'ai publié, enfin j'ai arrêté de l'écrire au mois de novembre, donc j'avais pas toutes ces informations-là, mais on voyait bien que dans la démarche de Jean-Luc Mélenchon, il y avait cette idée qui est une idée profondément mitterrandiste, c'est-à-dire de manipuler la question de l'immigration. Pour vous, c'est ce que fait Jean-Luc Mélenchon? Mais bien entendu. Jean-Luc Mélenchon est un homme très supérieurement intelligent, c'est un grand stratège politique, c'est un très grand rhétoricien, et même un grand rhéteur, et c'est quelqu'un qui connaît très bien la manière dont on fait une campagne et comment on avance ses pions. Il sait qu'il a un électorat dans les Français issus de l'immigration directement ou au deuxième degré qui est très fort, majoritaire, et sa stratégie, on la connaît bien maintenant, c'est de se dire, moi, voilà, je vais m'appuyer sur cette France-là pour arriver au second tour, quoi qu'il advienne, et au second tour, ce sera le chaos, et ce sera moi qui tirerai les marrons du feu de ce chaos. D'ailleurs, il se trompe totalement, parce qu'en l'occurrence, s'il se retrouvait au second tour face à Marine Le Pen ou Jordan Bardella, il est fort probable qu'il serait battu. Mais il a fini donc par dire ce que j'ai écrit dans mon livre, c'est-à-dire qu'en fait, lui, il plaide pour le grand remplacement. Ce qui d'ailleurs est très cocasse, parce que en France, on vous dit il n'y a pas de grand remplacement. Si on considère que c'était ça sous un angle complotiste, il y aurait des gens qui se réuniraient pour faire venir des immigrants en plus. Non, mais qu'il y a un problème d'immigration massive hors de contrôle et, comme on dit, du fait acquis. Ça, c'est exact. Alors lui, maintenant, il finit par reconnaître que oui, en fin de compte, il est pour le grand remplacement. La créolisation, et ça ne devient plus la rhétorique d'extrême droite qui les mettant condamnés. Il la prend à son compte. Mais j'attends de voir que cette reprise à son compte soit condamnée avec la même vigueur par les organes de presse et par les intellectuels qui ne cessent de, pour utiliser le mot consacré, de la débusquer là où ils veulent la voir.
La France. J'attends de voir ça. Pour l'instant, je crois qu'on peut attendre un longtemps. certain temps. Aquilino Morel, merci beaucoup d'avoir été avec nous. La France au miroir de l'Amérique, quand les progressistes me font triompher le populisme, c'est à retrouver donc dans toutes les bonnes librairies et aux éditions Grasset. Merci beaucoup d'être venu ce matin dans le studio de Sud Radio pour commenter l'actualité et votre livre, donc que je recommande vivement pour comprendre ce qui s'est passé aux États-Unis, ce qui se passe actuellement et ce qui va peut-être se passer en France. Justement, cette question du grand remplacement version Jean-Luc Mélenchon, on va en discuter avec vous, auditeurs de Sud Radio.